un buzzword, c'est un mot qui nous aide à faire du marketing un peu viral, à faire en sorte que les gens comprennent l'importance d'un mot, et donc on va utiliser des buzzwords dans la manière dont les gens communiquent aujourd'hui sur Internet pour pouvoir faire un petit peu créer de l'émulation, créer de la viralité. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle est un buzzword? Oui, dans un sens, parce qu'elle a permis d'activer un paquet de personnes sur ces sujets d'intelligence artificielle. Si on n'avait pas eu ce mot qui existe déjà depuis plus de 70 ans, qui a été créé il y a la première personne qu'on parlait d'intelligence artificielle, ça fait 70-80 ans qu'ils ont commencé à en parler. Oui, c'est un mot qui permet de faire le buzz. Et à la fois, non, c'est pas un buzzword parce que un buzzword, c'est quelque chose qui a pas de substance. Et là, l'intelligence artificielle a de la substance puisqu'elle est composée de plein de choses. Donc, à la réponse, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un buzzword? On peut choisir deux voies et c'est ça qu'on voulait mettre en avant parce que souvent, vraiment, l'expérience des gens sur le buzzword et sur l'intelligence artificielle fait que on a l'impression que c'est un truc qui veut tout et rien dire. Donc, on va un petit peu creuser ça et voir en quoi c'est pas un buzzword et qu'est-ce que ça contient. Vous connaissez tous du coup le fameux film iRobot de Will Smith où dans ce film on est dans le futur et on voit une société qui construit des robots humanoïdes qui sont dotés d'une intelligence et qui vont être là pour assister des humains. Dans ce film, on voit la grand-mère de Will Smith qui a son premier robot qui arrive. Will Smith qui est lui-même un policier qui a été en partie amputé et qui a un bras robotisé. On voit dans ce film tous les sujets un peu controverses autour de l'intelligence artificielle, où finalement la peur de l'humain sur est-ce que les robots vont me surpasser ou me remplacer, elle est hyper exacerbée. Et on se rend compte que le robot devient hors d'usage, hors de maîtrise de l'humain. Ce qu'il faut se dire pour se rassurer un petit peu, c'est que en fait les machines en elles-mêmes ne comprennent rien. En fait, il faut arrêter de penser que si vous entendez que quelqu'un qui vous dit moi mon intelligence artificielle ou ma machine permet de comprendre ci ou ça, en fait vous êtes en train de parler à un mec qui fait du marketing, puisque les machines ne comprennent rien en elles-mêmes. Les machines, on leur donne des instructions et elles donnent des résultats. Et c'est la science hyper basique qui continuera à exister. Le fait de comprendre quelque chose, la machine ne comprend aucune donnée que vous lui mettez en entrée. Elle va les transcrire en 0 et en 1, et on en a parlé dans le webinaire N'ayez pas peur du code. Elle transcode tous ces éléments en binaire, donc en 0 et en 1, et ensuite elle permet de faire des opérations dessus. Donc en elle-même, la machine ne comprend pas l'information, elle la traite pour en faire un résultat. Et elle la traite en fonction d'instructions qu'on lui donne. Donc est-ce que demain on arrivera à des machines qui viennent surpasser et contrôler les humains? On n'en est vraiment pas là. On joue vachement sur cette peur et c'est une manière d'alimenter le buzz. Mais soyez sûr d'un truc, dans le cerveau humain, il y a 86 trillions de neurones qui fonctionnent ensemble. Le plus gros des ordinateurs, aujourd'hui, il fait pas 1% de ce qu'on a dans le cerveau. Donc, c'est vraiment hyper important de remettre les choses dans leur contexte. La machine la plus technologique qui existe au monde, c'est notre cerveau. Et ça restera notre cerveau pendant encore un gros bout de temps, parce que même les plus gros ordinateurs aujourd'hui, ils n'ont pas autant de connexions entre les nodes, entre les neurones. Et en plus, un ordinateur n'aura jamais deux éléments de plus qui sont dans notre cerveau, qui sont des substances chimiques que l'on sécrète. Donc, on sécrète de la substance chimique qui va faire que les choses vont circuler plus facilement dans notre cerveau. Donc, la dopamine en fait partie. Vous la connaissez, c'est l'hormone du plaisir et du sport, qui est générée quand on fait du sport ou autre activité physique. Et il y a un autre élément qu'on comprend pas dans le cerveau humain aujourd'hui et qui sera jamais dans une machine aussi, c'est de la mécanique quantique. C'est-à-dire un domaine qui est complètement encore inexploré, que beaucoup de scientifiques essayent de comprendre, mais c'est la science qui fait que l'univers aujourd'hui fonctionne comme il fonctionne. Donc
voilà, pour le buzzword et pour le fait de les machines vont surpasser l'humain, etc., on va attendre encore un peu. On va se concentrer sur les éléments essentiels de qu'est-ce que c'est actuellement l'intelligence artificielle. Et on va aussi surtout prendre de la hauteur pour se dire que le cerveau, ça reste quand même la machine la plus technologique du monde et que on est très loin de comprendre tout ce qu'on peut faire avec notre cerveau aujourd'hui. Et ce sera toujours et la machine sera toujours qu'un micro pourcent de ce qu'on va répliquer ou qu'on va essayer de répliquer dans les ordinateurs et dans les programmes qu'on va écrire. Donc, remettons les choses dans le contexte. Le cerveau, ça reste la machine la plus élaborée et on est encore loin d'arriver à faire des choses comme ça dans les machines qu'on développe. Donc, deuxième question qu'on va se poser, est-ce que l'intelligence, du coup, si c'est pas un buzzword, est-ce que ce serait pas finalement un marché? Parce que le marché et l'économie, c'est ça qui va permettre à des technologies d'émerger et de se développer. Donc, la question du est-ce que l'intelligence artificielle c'est un marché, c'est une vraie question. C'est-à-dire que quand on va vouloir analyser l'intelligence artificielle, il va falloir comprendre que il y a énormément de sociétés qui aujourd'hui se disent dotées d'intelligence artificielle. Donc le point clé, ça va être de voir que dans le marché de l'intelligence artificielle, on va retrouver finalement des industries. L'industrie de la santé, l'industrie de la finance, l'industrie du transport, de la construction, du retail. Il y en a un paquet. Et là, on a juste les 100 plus grosses. Donc, je vous ai un petit peu introduit à ces maps que j'aime bien quand on parle de différents sujets. Là, on voit vraiment que il y a deux parties. Donc, la partie haute, c'est la partie healthcare où on va essayer healthcare, finance, assurance. On va voir les différentes catégories. La partie basse, c'est le côté différentes catégories et cross-industrie de l'intelligence artificielle. Donc, on va avoir les processeurs, on va l'appliquer dans les sales, dans les ventes, on va l'appliquer dans la recherche et développement, dans la cybersécurité, dans la business intelligence. Bref, il y a un paquet d'endroits où on va pouvoir voir l'application de l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment, finalement, il faut voir ça vraiment comme un marché qui se développe fortement depuis maintenant 2018. On a vu une vraie explosion. Et cette explosion du marché de l'intelligence artificielle est liée et est complètement liée à l'augmentation du computing power, donc de la puissance de calcul que l'on peut accéder via le cloud. Donc via les technologies cloud, on peut accéder à de la force de calcul, de la puissance de calcul, et c'est cette puissance de calcul qui est le paramètre essentiel qui va faire que l'intelligence artificielle se développe en ce moment. Donc, c'est le cloud qui alimente le développement de l'intelligence artificielle. On a besoin de pouvoir avoir des grosses puissances de calcul quand on fait ce genre de choses, quand on essaie d'appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle, et l'ordinateur est souvent insuffisant pour le faire. Du moins, on va vouloir mobiliser un ordinateur distant et pas mobiliser son ordinateur pour pouvoir faire les calculs qui seront issus d'algorithmes de machine learning / intelligence artificielle, on va en parler tout à l'heure. Et donc le point essentiel là-dedans, ça va être de se dire que le marché, il va continuer à exploser et que quand vous regardez les chiffres ici, vous vous rendez bien compte que le gros marché aujourd'hui, enfin l'Europe est un tout petit marché, le gros marché, c'est celui du marché nord-américain et c'est celui du marché asiatique. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça va être focalisé sur ces deux marchés-là. L'Europe a encore une toute petite partie du gâteau parce que en fait il y a beaucoup de questions autour des régulations et l'Europe a sa place à jouer dans le marché de l'intelligence artificielle puisque en fait l'Europe est une des seules entités géographiques qui se soucie hyper sérieusement de la sécurité des données et de la capacité de l'intelligence artificielle à ne pas empiéter sur des processus ou la vie de certains humains. Donc, on voit quasiment pas de régulation en Asie. On sait bien que la Chine aujourd'hui
fait un peu ce qu'elle veut dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'Amérique du Nord, avec les GAFA, eux, ont carrément pris le dessus presque sur les États. L'Europe a une petite part du gâteau, mais on peut se dire que finalement, c'est une part du gâteau qui est plus saine et qui le sera peut-être un peu plus si on continue à s'affirmer comme étant une région qui est soucieuse de la régulation sur l'intelligence artificielle. Petit point sur cette régulation aussi, une des personnes qui a dit que l'IA devait être régulée, c'est donc une des personnes qui l'a le mieux exprimé, c'est Elon Musk, qui lui-même est un gros partisan de l'intelligence artificielle, qui développe des projets là-dedans, mais qui, je crois en 2019, a fait une vidéo disant que si on n'arrivait pas à réguler l'intelligence artificielle, on allait droit dans le mur. C'est comme si il a fait l'allégorie de la régulation sur l'intelligence artificielle avec le fait de pouvoir avoir de ne pas savoir, de pas avoir des règles communes pour conduire des voitures. Donc, si on n'arrive pas à trouver une certaine régulation sur comment organiser la circulation de l'IA et l'utilisation de l'IA comme on l'a fait pour les voitures, ce sera le chaos et on n'arrivera pas à en tirer des bénéfices. Donc voilà, le petit point un peu marché, régulation. Donc tout marché est régulé, ou du moins en partie régulé. Donc ouais, il faut vraiment voir l'intelligence artificielle comme un marché, parce que du marché découlent des régulations, découlent des différents acteurs, et on comprend beaucoup mieux du coup ce que c'est l'intelligence artificielle quand on le prend d'un point de vue marché. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle, c'est une technologie? Donc ça, c'est aussi une autre question qu'on peut se poser. Donc la réponse, elle va facilement tourner vers le oui, mais c'est plusieurs technologies. C'est un subset de technologies, l'intelligence artificielle, et elle a été définie il y a quelques années par John McCarthy, un professeur de Stanford, qui dit l'intelligence artificielle, c'est la capacité de rendre des ordinateurs ou des programmes informatiques suffisamment intelligents pour imiter le comportement de l'esprit humain. Donc on revient sur ces fondamentaux-là. L'esprit humain, ça reste le Graal, ça reste la meilleure tech du monde, mais on essaie de limiter via des ordinateurs et des programmes informatiques sur des choses hyper spécifiques. La grosse différence entre l'esprit humain et les programmes informatiques, c'est que le programme informatique, lui, il est jamais fatigué. Il peut travailler 24/24, 7/7, et c'est pour ça qu'il a un avantage sur l'esprit humain. C'est que c'est quelque chose qu'on peut faire travailler à la place de l'esprit humain et qui va pouvoir être hyper spécifique sur des opérations que l'esprit humain aurait mis du temps ou plus de temps à résoudre. Donc le jeu de cette résolution de problèmes, il est matérialisé par des algorithmes. Donc les algorithmes, c'est comme une recette de cuisine, on en a parlé aussi déjà. On lui donne des ingrédients, donc on lui donne des données, et donc ça peut être de l'image, du son, des chiffres, et on lui donne des instructions, des opérations à appliquer. Donc l'idée derrière l'intelligence artificielle, l'idée derrière les programmes, c'est de créer des algorithmes. Ces algorithmes sont des recettes de cuisine, prennent des ingrédients, prennent des instructions et donnent un résultat. Input, opération, on applique des opérations, et output. Donc c'est ce qu'on voit quand on fait de la data et quand on commence le data mining comme on a commencé à le faire ensemble. On voit bien que c'est ça l'idée, c'est de prendre des inputs, de trouver les transformations qui sont bonnes pour en faire des outputs qui sont utilisables. Voilà. Donc j'ai remis ce graphique qu'on avait vu ensemble. En fait, la grosse différence entre la manière dont on programme aujourd'hui et la manière dont on programme en faisant du machine learning, c'est qu'avant, on donnait un input, on codait au milieu et on avait un output qui sortait. Maintenant, avec le machine learning, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on fait en sorte que le programme lui-même essaye de trouver l'output. Et c'est ça la grosse différence. Donc, petit point d'ailleurs sur l'intelligence humaine, et vous allez comprendre du coup les différentes catégories d'intelligence artificielle avec ça, puisqu'on essaie de faire la même chose. Ça permet de faire de la compréhension, de comprendre des choses, de percevoir des choses, de créer un certain apprentissage, de générer des sentiments et d'actionner un raisonnement. Donc c'est sur cette base-là qui est la définition de l'intelligence humaine qu'on va essayer de comparer l'intelligence artificielle. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque finalement l'intelligence artificielle va se découper d'une manière qui n'est pas exactement la même que ça, mais c'est pour vous dire que ces éléments-là, à chaque fois quand vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, vous pouvez vous dire
comment je la compare à mon intelligence humaine? Je travaille sur le sujet de la compréhension. Je travaille sur le sujet de la perception. Donc la compréhension, ça va être le fait de pouvoir utiliser par exemple, un algorithme qui va prendre un texte et en faire une synthèse. La perception, ça va être prendre une image et comprendre ce que c'est que cette image. L'apprentissage, ça va être le fait de pouvoir accumuler un paquet de données sur une série temporelle et d'apprendre quelles sont les possibles sorties de cette l'exemple d'une prédiction, c'est je vais apprendre de ma courbe que j'ai déjà en input et je vais essayer d'en sortir un output. Ça, c'est de l'apprentissage. Et on a aussi cette notion de sentiment. On en a déjà parlé, je crois, quand on analyse les textes ou les nouvelles, les news. On va vouloir appliquer un sentiment, une analyse de sentiment, donc un score. Et on va aussi activer un raisonnement. Et donc là, le raisonnement, c'est aujourd'hui le sujet le plus touchy de recherche dans l'intelligence artificielle. Vous avez entendu parler sûrement de réseaux de neurones ou de deep learning. Ça, c'est une manière plus poussée encore de faire travailler des algorithmes où là, on a un paquet de paramètres qui sont on a un paquet d'algorithmes, on a beaucoup d'algorithmes qui vont travailler tous en même temps et on va vouloir que les paramètres qui alimentent ces algorithmes soient automatiquement générés et plus donnés par l'humain. Donc, on va leur donner aux machines la capacité de raisonner en fonction d'un paquet d'autres composantes qui vont être liées entre eux. Donc, le raisonnement, ça reste le summum de ce qu'on peut faire aujourd'hui en intelligence artificielle. Et on n'y est pas encore. On commence tout juste à toucher le bout de ces sujets-là. Le raisonnement, la manière de raisonner, le truc qui a été le plus impressionnant, c'est le jeu de Go avec la société DeepMind, qui est une filiale de Google, qui a battu le champion du jeu de Go il y a quelques années. Et même si on peut penser qu'en fait, c'est facile de dire à une machine toutes les options d'un jeu, etc. Le jeu de Go, lui, il y a vraiment une notion de raisonnement derrière, et c'était ça qui était impressionnant, c'était que pour la première fois, on voyait qu'une machine avait pu raisonner sur des différentes options stratégiques et de prendre des décisions qui lui ont fait gagner la partie. Voilà en gros comment on se challenge versus les machines. Là, je reprends aussi le graphique qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Le machine learning, en fait, ça vient directement parler à la machine. Donc, ça vient directement optimiser le flux aujourd'hui qui est fait avec le binaire, les assembly language, les niveaux de code ou les interfaces graphiques. Et là, on va directement essayer de transcrire pour la machine en 0 et en 1 les informations qu'il va devoir traiter. Donc, quand vous faites un modèle de machine learning, vous essayez de prédictif, par exemple, vous essayez tout de suite de réduire la zone donc de date. Donc, si c'est du 1er janvier au 30 décembre, vous allez tout de suite essayer de réduire ça entre un 0 et un 1 et de faire en sorte que tout va être comparable à un 0 et un 1. Donc, le machine learning, le travail du développeur ou de la personne qui fait des algorithmes de machine learning, ça va être tout le temps de faire ça, de tout de suite essayer de réduire à des 0 et des 1 des problématiques qui sont plutôt complexes. Mais rassurez-vous, ces algorithmes que les gens développent, on va pouvoir y accéder assez rapidement et assez facilement parce qu'ils sont en grande partie disponibles sur le web aujourd'hui. On va en parler juste après. Donc il y a des gens qui les écrivent et il y a des gens qui les consomment. Et nous, on est du côté des gens qui les consommons et qui savons les paramétrer pour pouvoir arriver à des résultats. Donc souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on dit l'intelligence artificielle, c'est égal au machine learning et au deep learning, et par extension au deep learning. C'est vrai, et dans votre tête, vous pouvez aujourd'hui vous dire que la plus grosse partie de l'intelligence artificielle, c'est du machine learning. Mais c'est pas toute l'intelligence artificielle. Ce n'est qu'une branche finalement, mais c'est la branche la plus connue et la plus utilisée à ce jour. C'est la capacité de faire apprendre des machines. Et donc du coup, ce qu'il faut plutôt essayer de visualiser quand on parle d'intelligence artificielle, c'est ce genre de graphique, ce genre d'arbre qui va nous permettre de voir qu'il y a plusieurs branches en fait dans l'intelligence artificielle. La branche principale qui est le machine learning, elle va être divisée en plusieurs sous-catégories. On en a parlé, le deep learning, c'est donc des algorithmes, c'est plein d'algorithmes qu'on met ensemble qui vont automatiquement générer les paramètres qui vont permettre de se configurer entre eux de manière autonome.
c'est très proche de ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Ensuite, on a le supervised learning, où là, nous, on va donner des inputs et on va générer des outputs. Le unsupervised learning et le reinforcement learning. Je vais en parler juste après, donc je ne vais pas détailler ça. On va plutôt regarder les autres éléments. Dans les autres éléments d'intelligence, dans les autres branches de l'intelligence artificielle, on a le computer vision. Donc, le computer vision, ça va nous permettre à la machine de comprendre des images. Donc, on va pouvoir interpréter. Donc, on en a parlé déjà en plus là, dans les autres webinars. Google, quand il vous fait le CAPTCHA où il vous dit repérer là où il y a des feux rouges, les feux de circulation et qui vous demande d'aller cliquer sur les différents endroits de l'image où il y a des feux, il est en train de finalement de vous utiliser pour entraîner son algorithme de computer vision qui lui permet d'identifier les différents types d'objets. Donc ça, c'est un point assez important à savoir et qui permet du coup de développer tout ce qui est autour d'aujourd'hui les véhicules autonomes qui vont nous permettre d'un véhicule de savoir que quand il y a un ballon qui passe devant le véhicule, il va devoir s'arrêter, mais avec s'il ne s'arrête pas, c'est pas si grave, et quand il y a un bébé, eh ben, il faut absolument qu'il s'arrête, quoi. C'est vraiment ce genre de choses qui vont nous permettre d'entraîner les machines qui aujourd'hui vont être autour de tout ce qui est le transport, l'automatisation des voitures autonomes. Ça sert énormément dans ce domaine-là. On a ensuite le Natural Language Processing. Ça, c'est un autre aspect qui va être autour de la compréhension du langage. On le voit et on en parle pas mal aujourd'hui dans le sens chatbot, assistant virtuel. Le NLP, c'est cette branche de l'intelligence artificielle qui va permettre de créer des réponses instinctives et intuitives par la machine en fonction des questions qu'on va lui poser. Il y a là-dessus plusieurs catégories. Hein, on parle des chatbots, on parle de classification, savoir si la classification est bonne ou pas quand on parle d'un sentiment analysis, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que le texte que j'écris, il est positif, négatif? Ça va être de la classification liée à des problématiques de Natural Language Processing. Ça va nous permettre aussi de générer du contenu, ça va nous permettre de le segmenter. Et un des projets qui est le plus avancé là-dedans dans le Natural Language Processing et qui va faire beaucoup de bruit, qu'on a déjà fait, c'est une organisation qui s'appelle OpenAI. OpenAI, ça a été fondé par Elon Musk et quelques autres personnes hyper influentes. C'est de l'open source sur l'intelligence artificielle où ils ont entraîné des modèles de plusieurs natures, machine learning, computer vision, etc. Mais via le Natural Language Processing, on va pouvoir parler à OpenAI pour lui dire je voudrais que tu me génères une page web avec ce genre de photos au début, avec ce genre de contenu, et finalement via le Natural Language Processing, OpenAI va pouvoir aller appeler d'autres branches de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de construire des produits, et c'est hyper intéressant tout ce qu'on peut voir dans ce domaine-là. Donc, je vous ai mis dans les sources quelques vidéos intéressantes sur le OpenAI. Vous allez pouvoir voir que finalement demain générer du contenu ou écrire du code, etc. Ça pourrait être fait via la voix en fait. Et c'est la voix et le texte qui va nous permettre de créer et d'interagir avec les machines. Donc c'est un des domaines les plus intéressants selon moi, puisque c'est celui qui nous rapproche le plus. Vous vous rappelez de cette hiérarchie-là qui nous rapproche le plus de l'abstraction zéro, où on va pouvoir vraiment parler avec la machine et interagir comme si c'était un humain, mais c'est une machine derrière qui va venir réagir et nous amener les éléments dont on a besoin. Le projet qu'on a depuis quelques années avec l'équipe de Cachetori autour de Bob, l'assistant virtuel, c'est ces sujets-là qu'on a explorés. Et aujourd'hui, on a mis en pause ce sujet pour pouvoir se concentrer sur NAS, qui est le sujet le plus intéressant et le plus important aujourd'hui, qui est la construction d'un back-end solide qui nous permet d'appeler le machine learning, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, si on n'a pas le moyen de servir les bonnes informations et donc
de mapper finalement des intentions humaines à des algorithmes ou à des scripts qui sont matérialisés par les notebooks, on n'arrivera pas à créer une expérience qui soit vraiment hyper intéressante et hyper flawless, comme on dit en anglais, donc hyper naturelle. Voilà, le Natural Language Processing, gros topic. Plein de gens essayent d'explorer ce sujet, mais ce Natural Language Processing, sans réelle substance et retour utilisateur, n'a pas de vrai intérêt, en tout cas selon moi. Il faut vraiment avoir une grosse substance derrière pour assurer que ça fonctionne bien. Donc dans le subset de Natural Language Processing, on a des systèmes experts qui vont être un peu autour de tout ce qu'on va pouvoir trouver dans la science et dans la physique, où ça va être des trucs hyper spécifiques. Il y a le speech, qui est une autre branche qui va être assez facile à activer. Hein. On a créé des notebooks aujourd'hui qui vont vous permettre de transformer du PDF en un texte audio et on vous montrera prochainement. Ça, c'est des logiciels des algorithmes qui marchent plutôt bien aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir certes des voix un peu de robotique parfois, mais le plus on évolue, le mieux ça se passe. En fait, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous raconte une histoire quand on écoute une machine parler, parce qu'on améliore la qualité de la restitution audio. On a la robotics avec Boston Dynamics, qui est, vous avez vu les espèces de chiens, je pense, marcher dans la neige, faire des saltos arrière, etc. Donc ça, c'est une partie de l'intelligence artificielle qui mimique le mouvement des humains. Et pour finir, on a ces recommendation engines qui sont des aides à la prise de décision, à la suggestion d'achat, basées sur l'historique, qui est un domaine qui est très lié au machine learning, et c'est pour ça que c'est dans la même branche. Donc voilà, ça reste c'est important de s'arrêter là-dessus parce que ça nous permet de comprendre que, en regardant cette mind map, que finalement l'IA c'est pas un seul élément, c'est pas une chose, c'est plusieurs choses, et que en fonction des problématiques qu'on a, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça l'essentiel, en fonction des problématiques que vous avez, il y aura une possibilité d'activer certains aspects de l'intelligence artificielle qui pourront être combinés ensemble pour pouvoir solutionner les problèmes business que vous pourrez avoir demain. Vous allez voir du coup plusieurs manières de visualiser cette intelligence artificielle, et là moi je vais faire un focus sur le machine learning, supervised learning, reinforcement learning. Donc je vais pas m'arrêter trop sur ce sujet là, mais globalement sur cette slide là en tout cas, dans le supervised learning il y a deux aspects, il y a la classification et la régression. La classification, assez facile à comprendre. En fait, on va utiliser les machines pour pouvoir classifier si oui ou non l'élément qu'on va regarder doit aller dans une boîte ou dans une autre. Donc, on va l'avoir dans la fraude, la détection d'identité, la classification des images, le customer retention. Voilà, il y a plusieurs sujets dans lesquels on a travaillé. La régression, c'est le côté prévision dans le temps, donc utilisation d'une série temporelle pour prévoir dans le futur des points futurs. On va l'utiliser dans le forecasting, on va l'utiliser dans la prédiction d'évolution des populations. Donc il y a plein de paramètres qui vont devoir être ajoutés en fonction des cas d'usage pour pouvoir rendre le modèle intéressant. Mais globalement, supervised learning, c'est deux éléments, classification et régression. Ensuite, on a le reinforcement learning. Donc là, on va pouvoir jouer sur des prises de décision en live. Je vais les détailler juste après, qui sont issus de la machine qui va répéter plein de fois l'analyse pour pouvoir se rassurer sur sa fiabilité. Et il y a le côté complètement non supervisé, où là, on va laisser la machine deviner elle-même l'output qu'elle va devoir nous donner. Donc, trois grosses dimensions dans le machine learning, unsupervised, supervised et reinforcement. On va les détailler juste après. Donc, apprentissage supervisé. Un algorithme utilise les données de formation et les commentaires des humains pour apprendre la relation entre les entrées et les sorties. Donc, c'est l'humain qui va l'entraîner. L'exemple que j'ai pris, c'est comment les entrées périodes de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, par exemple, dans la finance, et taux d'intérêt prédisent les prix des logements. Donc, on a des corrélations qui sont créées. C'est nous qui
connaissons ces corrélations, donc on va alimenter le modèle, on va superviser le modèle pour lui donner les éléments qui vont lui permettre de comprendre les corrélations et de prévoir des choses. C'est ce qu'on va avoir dans le business très régulièrement, en fait. Ce qu'on va chercher à faire, c'est que, vu qu'on connaît bien son business et qu'on veut prévoir sa position de cash, par exemple, eh ben, on va lui dire, en fonction de la saisonnalité de mes ventes, plus de la température extérieure, plus de la capacité à se déplacer, par exemple, qui va être lié à un nouveau paramètre qui peut être rentré avec l'histoire du Covid, c'est est-ce qu'on peut bouger ou pas. Eh ben, je vais pouvoir corréler la capacité de mes ventes à aller vers le haut ou aller vers le bas. Dans l'apprentissage non supervisé, on va avoir un algorithme qui explore les données d'entrée et qui va imaginer quelles seraient les données futures. Donc, en gros, je vais lui donner toutes mes données clients et il va lui-même faire les différentes boîtes pour catégoriser ces différents types de clients. Donc, j'ai des clients qui sont dans la zone nord de Paris, qui consomment un panier moyen plus petit que des gens qui sont dans le 16e, et il va lui-même, avec les adresses des clients et avec le panier moyen, il va lui-même déterminer que, en fait, en moyenne, les gens qui consomment le plus gros panier, c'est ceux qui habitent dans le 16e arrondissement de Paris. Ça va être ce genre de choses non supervisées qu'on va pouvoir développer, et juste lui donner l'intégralité des données, et il va lui-même clusteriser, donc isoler les différentes boîtes dans lesquelles on pourra ranger nos données. En fait, Jérémy, ce que tu dis, c'est que quand c'est apprentissage supervisé, c'est par rapport à une source externe, type, par exemple, prendre des infos sur Twitter ou sur la météo. C'est ça la différence. En fait, on va dans le supervisé, on va déjà lui dire exactement quel input il doit prendre en plus. Alors dans l'apprentissage non supervisé, on va juste lui donner un jeu de données complet, voilà. Et c'est à lui de trouver les corrélations. Ok. Ouais, c'est... Et c'est une autre manière d'utiliser le machine learning, en fait. Donc le renforcement, donc cet apprentissage de reinforcement, qu'on peut traduire en français de cette manière assez mauvaise, je pense, mais globalement, l'idée c'est de faire apprendre à la machine de manière séquentielle, donc de lui faire répéter une analyse pour qu'elle vienne fiabiliser la prévision qu'elle va pouvoir nous donner. Donc, en gros, ça va être pas mal utilisé et nous on a commencé à l'utiliser en interne là-dessus pour comprendre comment cet apprentissage, son reinforcement learning, peut nous permettre de faire des prévisions sur les marchés financiers qui soient plus fiables que si on utilisait l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, on va lui dire regarde les données de Twitter plus les données de machin et de trucs, et ça va nous permettre de l'orienter vers la manière dont il doit prévoir. Là, dans le renforcement, on va pouvoir juste lui dire je te donne cette courbe, tu vas t'entraîner et tester tu vas découper la courbe en du test et de l'entraînement, et tu vas tester toutes les combinaisons possibles et apprendre si ta prévision est bonne, tu vas la prendre en compte pour ta future prévision, mais si ta prévision est pas bonne, tu vas l'oublier. Et ça, c'est une manière de renforcer l'apprentissage. Donc, on va lui dire, si ta prévision, elle était en dessous de 90%, je te donne pas de bonbons. Et si elle est au-dessus de 90%, tu as un bonbon et tu peux utiliser cette prévision pour te baser là-dessus la prochaine fois que tu fais de la prévision. Donc, on va pouvoir, grâce à ça, avoir du prédictif plus poussé et qui va inclure le taux de fiabilité du modèle dans la prévision du futur modèle, des futures données qu'on va vouloir prévoir. Donc c'est le cas du maximiser les points qu'il reçoit pour augmenter les rendements d'un portefeuille d'investissement. Donc ce que tu vas vouloir faire, c'est lui dire c'est bien, t'as bien prévu, t'as fait une bonne prévision, elle est au-dessus de 90%. Maintenant tu peux continuer à prévoir et tu utilises cette donnée que tu as déjà prévue pour pouvoir alimenter la suite de tes prévisions. Est-ce que c'est clair?
Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, en fait, ça, c'est l'idée d'apprendre aussi avec les données du passé. C'est bien ça, hein, on parle de ça quand tu dis réenforcement. Tu peux apprendre avec les données du passé, ouais, bien sûr, mais c'est pas que ça. En fait, c'est vraiment l'idée de. Tu peux apprendre avec des données du passé en utilisant juste un algorithme supervisé, en lui disant, bah, applique ça et prévois-moi en fonction de modèles statistiques et donc du coup, ça va être supervisé. Okay. Là, ce qui va pas être supervisé, c'est le fait ce qui va permettre de le renforcer, c'est le fait de dire l'élément clé en fait dans le renforcement, c'est le fait de dire si ta prévision est bonne, intègre-la dans tes prévisions futures. Si ta prévision elle est pas bonne, oublie-la et ne te base pas là-dessus pour prévoir le futur. Ok, et c'est ce qu'on fait généralement sur les actions, comme tu dis, sur le portefeuille. Sur le stock, voilà, exactement. C'est ce qu'on commence à travailler, nous, en interne, on commence à travailler sur ça, parce qu'on a commencé par utiliser des modèles simples, qui nous ont permis de faire du supervisé. Donc, on leur a dit, voilà, applique le modèle Arima, Sarima pour la saisonnalité, voilà, on applique des modèles simples, et voit ce que ça donne. Mais quand on fait du réenforcement, en fait, on intègre le taux d'erreur et dans les prévisions futures et on crée une boucle qui permet de constamment améliorer l'algorithme. Maintenant, Python, votre nouvel ami et le machine learning. Vous avez en fait, grâce à cette formation, appris les bases du langage le plus utilisé dans l'intelligence artificielle. Donc, à vous demain de savoir comment vous voulez l'utiliser et si vous voulez continuer à travailler sur le Python. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé avec vous des librairies, et il y en a une que vous devriez connaître, ou deux, je crois, c'est Pandas, que vous voyez en bas, et NumPy, donc la manière de gérer des nombres, et Pandas. Il y a énormément de choses à faire avec d'autres librairies que vous allez pouvoir utiliser et explorer si vous le souhaitez, qui sont NLTK, Spark, TensorFlow qui est produit par Google, Keras, Scikit-learn. Toutes ces différentes librairies que vous voyez là, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients sur différents problèmes qu'on va pouvoir leur donner. Par exemple, TensorFlow, utilisé par Google, devinez là où il est meilleur. Il est le meilleur dans la reconnaissance des images. Parce que Google, avec Google Maps, avec tous ces trucs-là, ils sont bien meilleurs que tout le monde sur reconnaissance des images. Scikit-learn, ils vont être bien meilleurs sur la partie régression, parce que c'est une librairie faite par des scientifiques qui intègre plein de modèles statistiques pour pouvoir faire de la prévision dans le futur. Spark, ça va être utilisé dans le big data. On va pouvoir prendre énormément de données en input pour pouvoir les traiter et appliquer des algorithmes. Donc en fait, en fonction de ce que vous avez comme problématique, vous allez pouvoir utiliser des librairies en Python qui vont vous permettre de créer votre chemin de transformation qui va vous amener à utiliser de l'intelligence artificielle. Donc si aujourd'hui vous avez un input que vous utilisez 40 lignes de Python pour venir catégoriser vos flux à la main pour dire voilà quand le flux commence par Apple, alors je catégorise dans télécommunications et demain vous allez peut-être utiliser un algo qui va vous permettre en 2 lignes de le faire. Pour entraîner des modèles et pour faire du machine learning, il faut des données, ça c'est clair. Et il faut que pour que ça apporte un bénéfice, il faut que la donnée soit de qualité. Donc si vous envoyez du caca en entrée, vous allez avoir du caca en sortie. C'est l'expression garbage in, garbage out. Donc le GIGO, le fameux adage que tout le monde connaît bien, c'est aujourd'hui ça qui se passe. Donc en fait, il y a plein de gens qui essaient de faire du machine learning et leur donnée elle est pas propre. Donc c'est vraiment pas très intéressant. Et c'est là où tout l'intérêt aujourd'hui, c'est de former des gens qui sont business pour pouvoir valider que la donnée est bonne ou pas. Parce que les développeurs, malgré le fait que les développeurs sont en train de prennent un peu de place, beaucoup de place même dans le monde dans ce monde de demain où l'intelligence artificielle est partout, les vraies personnes, et on a cessé de le répéter, je pense que on l'a assez rabâché pendant cette formation, le data mining pour tous, ça veut dire en gros remettre au centre le fait que tout le monde doit comprendre la donnée qu'on manipule pour pouvoir être sûr que on puisse en tirer des bénéfices. Donc moi j'aime bien parler de Kimo et plus de Gigo
savoir faire du minage de données, ça va vous permettre aussi de récupérer, de sortir des outputs de jeux de données. Quand vous allez aller récupérer des données dans vos systèmes CRM et tout, vous allez pouvoir filtrer, vous allez pouvoir manipuler des données, vous allez pouvoir créer des datasets, des jeux de données qui seront des datasets beaucoup plus intéressants pour alimenter des intelligences artificielles demain et pour alimenter des algos d'IA. Donc, soyez vraiment conscients de ça. Il y a beaucoup de sujets d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui en développement, qui n'ont pas forcément de grosses probabilités de réussite parce que on n'a pas de qualité en entrée. Il y a un autre sujet que je voulais vous expliquer, vous parler aussi, c'est l'intelligence artificielle explicable, qu'on appelle le XAI, le Explainable AI. Ça, c'est le plus gros sujet au monde aujourd'hui. C'est comment, en gros, parmi tous ces modèles et toutes ces prédictions qu'on utilise, finalement, comment j'arrive à l'expliquer à des humains qui vont prendre des décisions derrière. Si on n'arrive pas à faire ça, l'IA ne servira à rien du tout. C'est essentiel que l'humain comprenne ce qui se passe derrière. Et aujourd'hui, c'est un petit peu notre bataille philosophique, parce que tout le monde n'est pas sur le même niveau d'approche de ce problème philosophique. C'est que aujourd'hui, on comprend rien à ce que l'IA fait derrière, et du coup, on ne sait pas l'expliquer dans une grosse partie des cas. En fait, on a commencé par faire de l'IA en se disant, c'est pas grave, s'il y a que 1% de la population qui le comprenne, tant pis. Or, si demain tu veux convaincre une personne d'utiliser de l'IA pour faire de la prévision de trésorerie, il va falloir qu'elle comprenne comment ça se passe et quels éléments sont mis en place pour pouvoir faire cette prévision de trésorerie avec de l'intelligence artificielle. Notre conviction profonde, c'est que sans explication de l'intelligence artificielle, sans le fait de pouvoir expliquer les modèles, ça ne sert à rien. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est développé dans le système, dans le segment de l'éducation. C'est pour ça qu'on veut éduquer les personnes avant de leur, sans éduquer les personnes, ça paraît être la chose la plus sensée pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, comment utiliser les modèles. Là, cette présentation que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif, c'est de démystifier aussi ça. Vous pouvez utiliser des modèles, les appliquer, mais il va falloir à un moment donné les expliquer pour que ça puisse servir dans votre entreprise. Et c'est vraiment ça aujourd'hui où on n'en est pas encore là. Il y a quelques personnes qui font de l'explainable AI leur fer de lance. Une personne qui s'appelle Dennis Rothman, qui est franco-américain, qui fait un super boulot là-dessus. Je crois qu'il est franco-américain d'ailleurs, je ne suis même pas sûr, mais il publie énormément de choses sur ce sujet. Il a publié un livre là-dessus. Je pourrais aussi vous envoyer les références de son bouquin, parce que c'est un super contenu. Et lui, ça fait 25 ans ou 30 ans qu'il fait de l'intelligence artificielle pour des sociétés, des grands comptes, etc. Et il est arrivé à cette conclusion-là après plus de 20 ans dans le milieu, que si ces modèles ils veulent être mis en place, si son travail veut être utilisable, il a besoin d'être expliqué au commun des mortels, en gros, et que sans ça, il n'y a pas vraiment d'utilité. Voilà. Maintenant, dernier sujet, dernier petit secret de l'IA. On parle d'IA générale versus IA spécifique, mais il y a aussi de la science-fiction. Donc, la science-fiction, je vais vous aider à l'identifier. Dès qu'on vous dit que les machines pensent comme des humains, que ont des cerveaux comme des humains, qui pourront surpasser des humains, en fait, ça s'appelle de la science-fiction. Quand on vous parle d'IA générale et d'IA spécifique, quand on vous parle d'IA globalement, il faut voir qu'il y a deux aspects. Soit elle est générale, soit elle est spécifique. L'IA générale, c'est une lubie pour aujourd'hui. C'est une IA qui comprend plein de sujets différents et qui va pouvoir être active sur des sujets de prédiction, des sujets de natural language processing, des sujets de compréhension globale. Donc, c'est vraiment comme si c'était un cerveau humain qui comprenait plein de domaines et qui savait les gérer différemment. Nous, là, ce que je viens de vous parler, tous ces algos-là, vous l'avez bien compris, c'est des IA, c'est de l'intelligence artificielle spécifique. C'est qu'on va choisir un modèle pour un besoin précis, pour pouvoir résoudre ce problème. Et aujourd'hui, ce qu'on a en catalogue, c'est des IA spécifiques. C'est pas des IA générales. Parce que pour créer une IA générale, il faut récupérer beaucoup de données. Il faut inclure
toute la population de son entreprise pour pouvoir contribuer à créer cette IA générale. Et l'IA générale, elle ne sera possible qu'une fois qu'on aura automatisé notre intelligence, en gros. C'est ça l'idée. C'est que tant qu'on n'a pas automatisé l'intelligence que nous on fait, tant qu'on ne s'est pas libéré des tâches qui sont pénibles aujourd'hui dans notre travail, on ne peut pas prendre suffisamment de recul pour créer demain une IA générale à l'échelle de son entreprise. Voilà, donc on a le compute dans une IA générale, on a le computing power, de la data, des algorithmes et des gens. Mais pour que l'IA et le business pour que l'IA permette de créer des nouveaux business models, en gros, il va falloir aller un tout petit peu plus loin. Les nouveaux business models qui vont être générés par l'intelligence artificielle, ils vont permettre d'améliorer l'efficacité des process à l'intérieur de ces sociétés. Et qu'une fois qu'on aura automatisé les process à l'intérieur de notre société, on pourra finalement repenser son business model et activer des nouveaux vecteurs de croissance. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que 80% des process aujourd'hui, ils pourraient être exécutés par des machines. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Donc commençons d'abord par automatiser notre intelligence, / les process qu'on exécute de manière manuelle et qui pourraient être faits par une machine. Si on automatise cette intelligence-là, on va pouvoir comprendre comment mieux utiliser l'IA demain. Ce qu'il faut savoir aussi et remettre un peu dans le contexte, c'est que les gens qui font son business, ils ont des objectifs alors que les ingénieurs, ils résolvent des problèmes. Les business exécutent un plan alors que les ingénieurs écrivent un programme. Il faut casser ce mur-là. Il faut vraiment casser ce clivage. Il n'y a plus les business d'un côté et les ingénieurs d'un autre parce qu'en fait, c'est deux mondes qui font pas la même chose. Il faut casser cette barrière pour pouvoir avoir vraiment pour créer une IA générale qui intègre les business people et les tech people, donc les gens qui font les ingénieurs et les gens qui font du business. Et c'est que comme ça qu'on va réussir à créer des IA générales qui vont nous permettre de avancer vers de nouveaux business models et de développer une nouvelle génération d'entreprises qui auront tous un peu d'IA à l'intérieur de leur fonctionnement. Et cette IA, elle sera alimentée par des gens qui seront des gens business et des gens tech. Ou des gens qui comprendront les deux, comme ce qu'on essaye de développer via cette formation-là. Finalement, c'est de créer une espèce de passerelle, un endroit, une zone où tout le monde se comprend. Et on croit, dur comme fer, qu'en fait, ces notebooks là qu'on a utilisés vont permettre de faire ça. Voilà, donc en gros, globalement, ce que je voulais vous montrer, il est déjà 14h01, j'ai pas vu trop le temps passer, mais le secret, finalement, le seul vrai secret que vous devez retenir, c'est que pouvoir tirer le maximum de l'intelligence artificielle, il faut commencer par automatiser son intelligence, parce que c'est que comme ça qu'on pourra ensuite se focaliser sur ces problèmes, sur comment l'IA peut encore plus nous aider pour générer de nouveaux business models et avancer et faire avancer son business et faire avancer la science et la manière dont on fonctionne en société aussi, parce que tous ces sujets-là vont continuer à être omniprésents.